Voici le concours de 2024 de l'ENSA. La première question, donc vous avez donc 100 candidats qui passent le concours et vous avez des feuilles de brouillon qui sont des bleus, verts, vertes ou jaunes. Et la quatrième, dans une pile ordonnée, la quatrième, il porte le logo ENSA. Ça veut dire la quatrième peut être bleu ENSA, vert ENSA ou jaune ENSA avec le logo en filigrane. Alors on distribue donc aux étudiants donc à partir dans l'ordre, c'est-à-dire de 1 à 100, on leur distribue les brillants, c'est-à-dire en respectant l'ordre de la pile. Donc voici comment on va se faire d'une façon un peu heuristique, c'est-à-dire sans calcul. Donc le premier, il va voir la bleue, verte, jaune, bleu logo, la quatrième. Donc après, verte, jaune, bleu, vert logo, la huitième. Après, jaune, bleu, verte, jaune logo. Donc le premier qui va avoir la jaune avec le logo ENSA, c'est à partir de la 12e. Donc vous avez ici 100, c'est 12 fois, c'est-à-dire Q égale à 8, c'est-à-dire c'est 12 fois 8 plus 4, c'est-à-dire l'autre c'est à la 24e, la 25e, etc. Donc vous avez le nombre de candidats qui auront la feuille de brouillon qui porte le logo de l'ENSA, c'est 8 candidats. Alors pour cet exercice-là, c'est un exercice courant, il se trouve même dans le livre du tronc commun. Donc il s'agit de montrer que le nombre n facteur de n plus 1, facteur de n plus 2, facteur de n plus 3 plus 1 est un carré parfait. C'est-à-dire que vous avez ici alpha est égal, donc si vous prenez ce nombre-là, c'est n facteur, voilà comme nous avons dit, à plus 1 avec n c'est 101. Ce nombre-là, vous pouvez l'écrire ici comme ça, c'est n facteur de n plus 3, facteur de n carré, plus 2 facteur de n plus 1. Et si vous effectuez ce n carré, ça vous donne n carré plus n plus 1, 3n, donc plus n plus 2n plus 2. Et celui-là, c'est n facteur de n plus 3. Donc si vous développez, vous allez avoir n facteur de n plus 3, le tout au carré, plus 2 facteurs de n facteur de n plus 3, plus 1. C'est une identité remarquable. C'est a au carré plus 2a plus 1, avec a c'est n facteur de n plus 1, donc de n plus 3. Donc c'est n facteur de n plus 3 plus 1, le tout au carré. Voilà, donc 1 cinquième racine de alpha, c'est 1 cinquième n facteur de n plus 3 plus 1. Vous remplacez, vous allez avoir ici 1 cinquième et vous avez ça. Très bien. Alors, vous avez ici donc 2101, c'est-à-dire ici vous divisez par 5 et vous avez ça. Maintenant, si vous n'avez pas cette idée-là, vous ne soupçonnez pas cette identité remarquable, alors ce qui est normal à faire, c'est d'effectuer. Pour simplifier donc ce développement, on va poser a égale à 100, c'est-à-dire 10 au carré. Donc vous allez avoir ici 101, 102, 103, 104. Donc vous avez votre nombre alpha. Alpha c'est ça. Voilà alpha égale. Donc est égal, vous effectuez ces deux-là. Vous allez avoir a carré plus 3a plus 2. Voilà. Et puis plus 3a plus 2. Et vous effectuez les deux autres. C'est a carré plus 3a plus 4a, c'est-à-dire a carré plus 7a plus 12. Voici. Donc ici, dans tout le reste, vous allez avoir donc 2 fois 12, c'est 24, plus le 1, c'est 25. Et l'autre, lorsque vous l'aurez développé, vous allez avoir a facteur de ça. Alors maintenant, alpha, c'est ça. Donc si vous divisez par 25, donc ici alpha, vous le divisez par 25, vous allez avoir 4, parce que a c'est 100. Multiplié par ce polynôme-là, plus 1. Et ça, c'est un nombre qui, dont le chiffre des unités est égal à 1, c'est-à-dire il est congruent à 1 modulo 10. Donc, si ce carré-là a pour chiffre d'unité 1, le nombre va avoir pour chiffre d'unité soit 9, soit 1. Donc, le nombre qui est ici pour chiffre d'unité 1, ça. Donc, par élimination. Donc, vous pouvez faire comme ça. Pour cet exercice, question 3, vous avez ça, c'est simple. Vous avez ici... Vous avez, f n'a pas de limite parce que vous avez cette fonction-là, c'est moins 1, la puissance n plus 1 sur n, voilà. Lorsqu'n tend vers plus l'infini, c'est 1 ou moins 1, donc vous allez avoir
Il n'y a pas de limite. Même si vous faites la valeur absolue, vous ne pouvez pas la majorer par une fonction qui tend vers 0. Si vous retranchez 1, vous ajoutez 1. Ici, vous allez utiliser donc la règle de L'Hopital, qui est la plus simple. Vous avez la fonction au numérateur, c'est g de x. Sa limite, donc, vous avez ici. Et la fonction au dénominateur, c'est cosinus de x. La limite de g de x sur h de x, ici, ça vous donne 0 sur 0. C'est la limite de g' de x sur h' de x, c'est-à-dire g' de pi sur 4, c'est h' de pi sur 4, règle de L'Hopital. G' de x, c'est vous dérivez, c'est moins 2 tiers sinus 2 tiers de x. Ici, moins 2 racine de 3 cosinus de x moins pi sur 3, voici. Donc g' de pi sur 3 est égal à moins 2 tiers sinus pi sur 6, vous remplacez, vous trouvez moins 10 sur 3. Et h' de x, la dérivée de cosinus de x, c'est moins 2 sinus de x. Et h' de pi sur 4, c'est moins 2. Donc la limite, c'est moins 10 sur 3 divisé par 2, c'est-à-dire divisé par moins 2. 1 demi, c'est 10 sixièmes. 10 sixièmes, c'est la réponse B. 10 sixièmes ou 5 tiers. Alors pour cette question-là, vous avez votre suite ici, n plus 1. Un est une suite de réels dans 0,1, c'est-à-dire à valeur dans 0,1, quel que soit un appartenant à n, 1 moins un, facteur du n plus 1 est supérieur à 1 quart. Alors quel que soit un appartenant à n, vous avez un plus 1, si un plus 1 est égal à 1 sur 4 moins un, et voilà. Et donc ici, ceci donc implique que un plus 1 moins un, c'est-à-dire un plus 1 d'abord est égal à ça. Donc si vous retranchez un aux deux membres, vous allez avoir ça. Ça veut dire un plus 1 moins un est égal à 1 sur 4 moins un, facteur de 1. Ici, vous faites le dénominateur commun. Vous allez voir moins 4 un, facteur de 1 moins un. Et ça, c'est une identité remarquable. Vous allez avoir ici, c'est moins 4, c'est-à-dire 4 un au carré, moins 4 un plus 1, c'est-à-dire l'identité 2 un moins 1 au carré. Donc ça, c'est cette identité-là. Vous allez avoir ici, donc ça, c'est supérieur à 0, ça veut dire que la suite est croissante. Donc la suite un est croissante, et comme il est majoré par 1, parce que tous les un appartiennent à l'intervalle 0,1, donc il est convergent. Il converge vers une limite n. Vous avez votre limite 1 moins un est supérieur ou égal à 1 quart, ici vous avez ici. Donc ça veut dire que 1 moins L, ici, parce que un tend vers L et un plus 1 tend vers L, 1 moins L, facteur de L moins 1 quart, est supérieur ou égal à 0. Parce que lorsque vous faites tonder, si vous avez, par exemple, f de x est supérieur strictement à L, par exemple, limite de f de x est supérieure ou égale à, c'est-à-dire vous avez les inégalités strictes deviennent larges par passage à la limite. Donc, et ça, si vous développez ça, vous allez avoir donc moins L carré plus L moins 1 quart, c'est-à-dire moins L carré moins L plus 1 quart. Et ça, c'est une identité remarquable, c'est L moins 1 demi au carré. L moins 1 demi, donc moins L moins 1 demi au carré est supérieur ou égal à 0, puisque ça, c'est un nombre négatif. Donc, il est égal à 0. Par suite, L égale à 1 demi. Très bien. Voilà pour cette question 6. Ceci, c'est une limite là, et qui on retrouve beaucoup. Alors, vous avez, quel que soit x supérieur à 1, donc cette somme veut dire racine de 2 racines de x moins 1 est égal à 1 moins 2 racines de x. Si x égale à 1, c'est une équation, pardon, c'est pas une limite. Si x égale à 1, vous avez 1 plus 1 égale à 1, c'est-à-dire ici, vous remplacez donc 1 plus 1, si x égale à 1, vous avez ça, c'est 0. Et cela, c'est 0. Donc racine de 1 plus racine de 1 égale à 1, ce qu'il faut. Si x est supérieur à 1, vous allez avoir 1 plus de racine de x moins 1 est supérieur à 1, strictement. D'où 1 plus de racine, sa racine est supérieure strictement à 1. Tandis que le nombre du deuxième membre est inférieur à 1, donc S est égal à l'ensemble vide.
Vous pouvez faire un changement de variable. Si vous voulez poser t égale la racine de x moins 1, t supérieur ou égal à 0, vous allez avoir racine de t plus 1 au carré, parce que ça c'est une identité remarquable. Si vous faites le changement de variable, vous allez avoir racine de, voici ici, vous allez avoir racine de t carré plus 1 plus de t. Ici, t carré plus 1 moins 2t, donc ce sont des identités. Donc t carré, t plus 1, le tout au carré, plus racine de t. Donc vous avez t plus 1 plus valeur absolue de t moins 1 égale à 1, parce que t est supérieur à 0, ça il peut être négatif. Donc t plus 1, vous simplifiez le 1, t plus 1 plus t égale à 0. Vous avez ici la somme de deux nombres positifs est nulle. Ceci n'est vrai que lorsque les deux sont nuls. D'accord? Si la somme de deux nombres positifs est égale à 0, alors les deux sont égaux à 0. Ou bien aussi, si la somme de deux nombres négatifs est égale à 0. Alors vous avez donc t moins 1 égale à 0, ça veut dire t égale à 1 et t égale à 0, ce qui est impossible, donc il n'y a pas de solution. Pour cette équation du second degré paramétrée d'inconnu exponentiel x, vous avez cette équation-là, c'est équivalent à dire x carré moins 2e x plus 1 égale à 0. Son discriminant, c'est 4m carré moins 4, c'est-à-dire 4m carré moins 1. Si m appartient à l'intervalle moins l'infini moins 1 union 1 plus 1, m admet deux solutions x1, x2. Le produit des solutions, c'est c sur a. Donc le produit des solutions est égal à 1. Le produit des solutions, c'est c, voici c, c'est 1, c sur a, x1. Donc, une des deux solutions est inférieure à 1. Ça veut dire, soit si x1 qui est, parce que ce sont de deux solutions positives, parce qu'ils sont des exponentielles, et l'une est inférieure à deux solutions, donc une est inférieure à 1 compris entre 0 et 1, ça veut dire donc ln du x1 est inférieur à 0, ou ln du x2 est inférieur à 0. Ça veut dire donc c'est m appartient à moins l'infini. Si m appartient à 1, m admet deux solutions de signes contraires. Ça, ici m appartient à moins 1, ici il n'admet pas de solution parce que delta est négatif. Ici m appartient à moins 1 d'une solution positive, non. Toujours les deux solutions sont de signes contraires. Si m appartient à 1 plus l'infini, deux solutions positives, non, toutes les deux ne sont pas positives, donc ils sont de signes contraires. Très bien. Voilà, ici vous avez une fonction f définie de 0 plus l'infini vers 0 plus l'infini, c'est-à-dire donc définie de r plus vers r plus. C'est une fonction qui est dérivable, telle que f de 0 égale à 0. On suppose que quel que soit x supérieur ou égal à 0, f' de x est inférieur ou égal à f de x. Alors on nous demande est-ce que f est strictement croissante, strictement décroissante, est-ce qu'elle est constante, nulle ou bien constante non nulle. Alors vous avez ici, votre fonction est positive, f de 0 égale à 0. Voici donc les conditions. f' de x moins f de x est inférieur à 0. Bien sûr, ici, ça vous rappelle donc la dérivée de f de x, ekx est égal à quoi? Est égal à ekx, la dérivée, c'est la dérivée de ça, c'est ekx multiplié par f' de x moins kf de x, plus kf de x. Ici, c'est le cas de k égale à moins a. Donc ça nous rappelle cette fonction-là, cette dérivée. Donc on va multiplier par ce nombre strictement positif qui est e moins ax. On multiplie par e moins x, qui est un nombre strictement positif. Donc nous avons ça est inférieur à 0. Donc h' de x égale à, est inférieur ou égal à 0, avec bien sûr h' de x. H' de x est inférieur ou égal à 0, avec h de x, c'est e moins ax f de x. E moins ax f de x. Voilà. Donc h' est inférieur à 0. Et donc h est strictement décroissante. Voilà. Quel que soit x supérieur à 0, h de x, puisqu'il est décroissante, h de x est inférieur à h de 0. H de 0, c'est E0, f de 0 égale à 0. Donc, moins ax, c'est-à-dire h de x, qui est égal à e moins ax, est inférieur à 0. E moins ax est inférieur à 0. Or, vous avez ici, ça, ce nombre est strictement, e moins ax est strictement supérieur à 0, donc on peut le simplifier. Il vous reste f de x inférieur ou égal à 0. Or, par définition ici, f de x est supérieur ou égal à 0. La voilà ici.
quel que soit x appartenant à 0 plus f supérieur à 0. Donc vous avez f de x supérieur ou égal à 0 et f de x inférieur ou égal à 0, donc f de x égale à 0, donc c'est une constante nulle. Pour cette fonction-là, alors ici, donc vous avez la fonction f est dérivable sur 0 plus l'infini, il est dérivable sur 0 plus l'infini, voilà, est dérivable sur 0 plus l'infini, quel que soit x supérieur à 0, f' de x est égal à 2x au cube, 1 moins x carré. La limite lorsque x tend vers 0 plus de x tend vers 0 plus de f' de x, et la limite lorsque x tend vers 0 plus de cette fonction-là, 2 fois x, c'est 2 fois, vous pouvez faire sortir le 2, c'est la linéarité, limite de ce nombre-là, 1 sur x au cube, donc ici vous avez 1 sur x au cube, e à la puissance 1 sur x, le tout au carré. Voilà. Donc si vous posez 1 sur x, le tout au carré, c'est u, vous allez avoir ça. Et ça, bien sûr, d'après la puissance comparée, c'est 0. Si vous voulez, si vous faites ici, là, vous avez, c'est la limite lorsque x tend vers, ici, vous allez avoir u, vous posez u tend vers plus l'infini, voilà, c'est comme si vous avez, mais ici, e à la puissance, vous avez ici un nombre, vous le faites sortir, c'est-à-dire un nombre alpha, k, voilà, est égal à kt, c'est-à-dire, vous savez très bien, lorsque nous voulons la comparaison, l'exponentielle avec la fonction puissance ou le logarithme, on pose le changement de variable, t est égal à x à la puissance, le petit exposant sur le grand exposant, et vous avez toujours le résultat. Voilà, et comme limite f de f' de x à gauche, la limite à gauche parce que la dérivée à gauche c'est 0, donc la limite à gauche c'est 0 ici, la dérivée à gauche, donc finalement la limite de f' de x égale à 0, donc c'est ce résultat A. Ici vous avez cette intégrale là, si vous posez donc ici 1 sur cette fonction phi de x, c'est 1 sur carré ln de 1 plus x moins ln de x, c'est 1 sur x carré ln de 1 plus 1 sur x, donc la dérivée de ce x plus 1 sur x dérivé est égal à moins 1 sur x carré, donc le déterminant 1 fois 0 c'est 0, moins 1, donc moins 1 sur le dénominateur au carré, on pose t est égal à 1 plus x sur x, donc dt égale moins 1 sur x carré, dt égale dx, donc voici donc votre intégrale c'est, ici c'est lnt, on a posé t, 1 sur x carré dx, c'est donc moins, avec le moins vous changez donc les bornes, donc vous allez avoir 2, 3 demi, donc vous changez les bornes avec ce moins là, 3 demi 2, et nous savons qu'une primitive de lnt c'est t facteur de lnt moins 1, ça doit être connu pour passer le concours, moins 1, et vous remplacez, vous avez donc le résultat C. Ici vous avez donc cette intégrale, ce sont des intégrales connues, donc le concours est très bien par la question sur f' de x. Vous avez ici donc e sinus x, vous faites une intégration par partie, 2 intégrations par partie généralement pour ça. Alors la première, vous posez u' est égal à e de x, c'est-à-dire f u' est égal à e de x, donc e de x sinus x 0 plus sur 2 moins intégrale, la dérivée de sinus c'est cosinus, voilà. Donc e pour pi sur 2 c'est e plus sur 2 sinus pi sur 2 c'est 1, donc vous avez ça, pi sur 2, moins pour 0, sinus 0 c'est 0, et puis vous refaites une autre intégration par partie ici, donc c'est e de x cosinus x entre 0 et pi sur 2, moins la dérivée de cosinus c'est moins sinus, donc ça vous donne plus sinus 0, et ça c'est l'intégrale i, donc vous allez avoir ici e pi sur 2, ici si vous remplacez vous allez avoir pour pi sur 2 c'est 0, et pour 0 c'est 1, donc vous allez avoir 0 moins 1 c'est plus 1, moins i, moins ce moins-là, moins, vous avez ce moins-là, ici, avec, ça c'est i, donc vous allez avoir ça, donc e plus sur moins i égale ça, donc vous allez avoir 2i, 1 demi de i est égal à 1 plus e plus sur 2 qui est le résultat p. Donc généralement, une primitive de e de x, sinus x c'est 1 demi sinus x moins cosinus x e de x, celle de cosinus x c'est 1 demi sinus x plus cosinus x e de x, c'est général,
ou généralement vous pouvez chercher la dérivée. Généralement on cherche les primitifs sous la forme de a sinus x plus b cosinus x. Comment on cherche par exemple les primitifs de p de x, e de x? La primitive c'est égal à q de x, e de x, avec q, un polynôme général, c'est-à-dire où il y a tout, où vous mettez tous les degrés, de degré p. De degré de q égale à degré de p. En général, donc ça, si vous voulez, ça vous prenez généralement la primitive, c'est comme ça. Vous faites la dérivée, vous obtenez exactement le même résultat. Vous pouvez même, si vous voulez, introduire les nombres complexes. Vous posez par exemple j est égal à 0 plus sur 2 cosinus x. Ça c'est pour le concours, ça ne tombe pas dans le programme. Donc vous prenez le nombre complexe z est égal à j plus i. Donc vous faites la linéarité de l'intégrale, donc 0 à plus sur 2 cosinus x plus i sinus x e de x. Et cosinus x plus i sinus x eix. Eix multiplié par ex, ça veut dire donc x facteur de 1 plus i. Et donc la primitive de ça, c'est 1 sur 1 plus i, 1 plus i de x entre 0 et plus sur 2. Ça vous donne ça. Voilà, vous effectuez, vous avez i, c'est quoi? C'est la partie imaginaire de z, et vous avez ça. C'est le même résultat, arrêtez si vous voulez le voir. Très bien. Alors pour cette intégrale, le calcul de cette intégrale, on nous dit que vous n'avez pas besoin de calculer, ce n'est pas nécessaire, dit-il, de calculer le IN. Très bien. Voilà, alors vous avez quel que soit n appartenant à n étoile, pour tout entier naturel non nul, et t appartenant entre les bandes 0 et 1, vous avez donc 1 plus t à la puissance n, y compris entre 1 et 1 plus t, parce que t à la puissance n est inférieur à t. t1 plus t à la puissance n est inférieur à t. Voilà donc d'où ça. Si vous divisez, si vous élevez à la puissance 2, vous avez la même chose. Donc 1 est inférieur à 1 plus t à la puissance n est inférieur au carré, est inférieur à plus t au carré. Si vous inversez, vous allez avoir donc 1 plus t à la puissance n, 1 sur 1 plus t à la puissance n au carré, compris 1 sur 1 plus t au carré, et 1. Donc, I1, ça c'est I1, c'est-à-dire pour n égale à 1, I1 est inférieur à n est inférieur à 1. Et l'intégrale de I1, c'est 1 sur 1 plus t au carré, c'est moins 1 sur 1 plus t, c'est 1 demi. Donc 1 demi est inférieur à n est inférieur à 1. Donc en passant à la limite, vous avez d'où la limite de un, 1 demi est inférieur ou égal à 1, à limite de un est inférieur ou égal à 1 en passant à la limite. Et donc le cas par élimination qui vérifie ça, c'est 1. Les autres, 1 quart est inférieur à 1 demi, l'infini, donc par élimination. Bien sûr, ici, on nous propose la limite. Si cette proposition n'est pas là, si par exemple, calculer, chercher la limite, ça ne marche plus, parce que la limite est dans cet intervalle, mais à quoi est égal. Maintenant, si vous voulez un peu de calcul, vous avez IN, c'est vous ajoutez TN et retranchez TN, donc, et puis vous décomposez, donc ça va vous donner 1 plus TN plus ça. TN, c'est vous mettez Tn moins 1 fois T, vous multipliez par N et vous divisez par N. 1 sur n, donc cette intégrale-là, vous pouvez le faire par partie, donc vous avez un CN, vous laissez. Vous prenez ça, c'est la dérivée, donc la fonction c'est t, c'est 1 sur t à la puissance n, multiplié par t, moins 1 sur t à la puissance 1 plus t à la puissance n, multiplié par la dérivée de t, c'est-à-dire 1. Donc vous avez ça, et vous avez ici pour t égale à 1, vous allez avoir 1 demi. Pour t égale à 0, c'est 0, donc 1 sur n, donc 1 sur 2n, moins 1 sur n, somme de ça à ça. Donc ça veut dire que n est égal à quoi? Est égal à 1 moins 1 sur n, 1 plus tn, plus 1 demi. Vous pouvez faire la même chose pour 1 plus t à la puissance n. 1 plus t à la puissance n, c'est vous ajoutez donc 1 plus tn, vous ajoutez tn et vous retranchez tn. Donc ça va vous donner dt.
1 plus Tn sur 1 plus Tn, c'est dt, moins Tn. La même chose ici, vous enlevez un t, vous faites donc une dérivée, donc ça va vous donner ça. Ça va vous donner donc ici, l'intégrale de 0 à 1, c'est la différence des bornes, c'est 1. Donc moins 1 sur n, ln, ici la u' c'est ça. Donc la primitive c'est ln de 1 plus t multiplié par t, par intégration par partie, 0, 1, moins ln de 1 plus t à la puissance n. Donc vous allez avoir ici 1 moins 1 sur n ln de 2 plus x sur n. X c'est ln de ce nombre-là, c'est un nombre réel positif. Très bien. Donc n est égal à quoi? n est égal à 1 moins 1 sur n, facteur de cette quantité que vous avez trouvée ici. Donc c'est 1 plus cette quantité-là. Lorsqu'n tend vers plus l'infini, ce nombre tend vers 0 et celui-là tend vers 0. Donc la limite est égale à vraiment à 1. Très bien. Dans la question 13, vous avez donc ce nombre. Donc ça c'est aussi la même chose. C'est une question du tronc commun. La recherche de nombre des diviseurs. La décomposition en facteur premier, donc c'est d'un nombre, le nombre de diviseurs, c'est le produit des exposants, chacun augmenté de 1. C'est-à-dire si le nombre n s'écrit, donc, par exemple, P1 à la puissance alpha fois P2 à la puissance alpha 1, alpha 1, alpha 2, etc., fois Pn à la puissance alpha n. Bien sûr, P1 et P2, Pn sont des nombres premiers de 2 jusqu'à Pn. Donc là, le nombre de diviseurs, c'est n est égal à quoi? C'est le produit des alpha k plus 1. K allant de 1 à n. Bien sûr, c'est le produit des exposants augmentés de 1. Donc ici, 10 factoriel, c'est 10 fois 9 fois 8 jusqu'à 1. Et vous avez 10, c'est 2 fois 5 fois 3 au carré fois 2 à la puissance 3 fois 7, etc. Vous ordonnez, donc vous allez avoir donc 2 à la puissance 8 fois 3 à la puissance 4 fois 5 au carré fois 7. Et le produit augmenté de 1, c'est quoi? Donc c'est 1 plus 1, c'est 2. 2 fois 3 fois 5 fois 9. Voilà, 2 fois 3 fois 5 fois 9. 2 fois 5, c'est 10. 3 fois 9, c'est 27. Donc c'est de 270. Là, c'est un exercice simple de congruence. Alors là, si vous avez un nombre, c'est-à-dire dans la base décimale, par exemple le nombre A, B, C, D, E, F dans la base 10, il est divisible par 11, c'est la somme des nombres, c'est-à-dire des chiffres de rang impair, A plus C plus E, moins la somme des chiffres de rang impair, c'est-à-dire 2 plus B plus D plus F est un multiple de 11. Ici, vous utilisez la congruence. Vous avez 2 à la puissance 5 qui est congru à moins 1 modulo 11. 33 est divisible par 11. 123, c'est 5 fois 24A. Donc, propriété de la congruence, c'est-à-dire l'homogénéité avec le produit et la somme. Vous avez ici 2 à la puissance 5 à la puissance 24, congru à moins 1 à la puissance 24, fois 2 à la puissance 3. C'est-à-dire il est congru à 8 modulo 11. 3 à la puissance 5 est égal à 243 et congru à 1 modulo 11 parce que 200, si vous retranchez 1, 242 est divisible par 11, c'est 22 fois 11. Et ici vous avez donc 3 à la puissance 121, donc vous avez c'est 5 fois 4 fois plus 1 fois 3. Donc, il est congru. Donc celui-là est congru à 1 à la puissance 24, c'est-à-dire 1. Et celui-là est congru à 3, donc le produit est congru à 1 fois 3. Donc la somme, donc ce nombre est divisible par 11. Le reste, c'est 0. Ici, vous avez une équation du second degré. Vous pouvez chercher directement son discriminant, delta. Delta, c'est 5. Là, vous avez delta, c'est 15 plus 8i. 15 plus 8i, c'est 4 plus i le tout au carré. Vous partez de ça, c'est 2 fois 4i. Vous choisissez pour avoir sans réseau. Il y a la formule pour trouver le carré, c'est-à-dire a carré plus b carré est égal partie réelle et le module au carré, etc. Ce que vous connaissez. Donc la solution z1 est égale à 1 plus 3i. La solution z2 est égale à 2 moins i. La somme des modules au carré, c'est 15. Donc c'est la solution, c'est b. Donc vous avez ici, c'est b. Ici, vous avez ça. Vous utilisez directement a plus i parce que vous avez a plus i à la puissance n est égal à a plus i à la puissance de n. A plus i au carré, c'est 2i. Densité remarquable.
Donc ici, vous allez avoir 1 demi a plus i à la puissance 4 plus 1 plus i à la puissance, parce que 1 moins i, c'est 1 plus i bar. Donc 1 plus i à la puissance 4 plus 1 plus i, le tout bar, parce que vous avez z bar à la puissance n est égal à z bar, le tout à la puissance n. Et ça, donc, nombre complexe plus conjugué, c'est 1 demi fois 2 réels de 1 plus i à la puissance 4. Et ce nombre-là appartient à R. Et on ne peut pas décider, on ne sait pas est-ce que c'est R plus ou R moins. Donc 1 plus i à la puissance 4, c'est racine de 2 fois i à la puissance 4, ou bien c'est 4 pi. Donc vous avez directement c'est pi. Ou bien 1 plus i à la puissance 4. Là, vous avez directement, voilà. 1 plus i à la puissance 4, c'est 1 plus i au carré. Le tout au carré, c'est 2i au carré, c'est moins 4. Et 1 moins i à la puissance 4, c'est 1 moins i au carré, c'est moins 4. Donc vous avez, donc z est égal à moins 4 appartient à R moins, donc son argument c'est pi. Vous pouvez aussi utiliser la forme trigonométrique. Généralement, la formule qu'il y a à retenir, c'est ça. C'est 1 plus i à la puissance de k, c'est 2i à la puissance k. C'est 2 à la puissance k, i à la puissance r. Qu'est-ce que c'est que R? R, c'est le reste de la division de K par 4. C'est-à-dire K est congruent à R modulo 4. Très bien. Ici, vous avez la question dans le plan. Alors ici, vous avez la distance d'un point à une droite, c'est-à-dire chercher la distance du point à la droite. Alors pour chercher l'équation de B, vous pouvez faire avec le déterminant, comme ici. Un point M appartient à cette droite, c'est le déterminant BMBC égale à 0, et vous trouvez. Ou bien, tout simplement, vous ordonnez les points comme ça. Vous avez C, B et un point M. Alors, vous faites donc l'interpolation. 7 moins Y sur 4 moins X, voilà, est égal à 7 moins 1 sur 4 moins 3. Vous multipliez les moyennes et les extrêmes, ici c'est-à-dire le produit en croix, et vous avez la même équation, 6X moins Y. Ou bien, vous allez avoir donc à quoi est égale la distance de A à BC, est égale donc 1 sur BC, c'est-à-dire le vecteur directeur, multiplié par, on remplace les coordonnées de A dans l'équation de la droite, moins 0. Donc 6 fois 2, moins 1, donc moins 6, pardon, moins 17, c'est 11 sur racine de 33, donc c'est C. Ou bien, vous écrivez que AB, voilà, vous avez ici dans cette droite, la surface du ABC était 1 demi, si vous ne vous rappelez pas cette relation-là. La surface du triangle, c'est 1 demi AH fois BC, en prenant ici AH, c'est la hauteur, la voici, AH, c'est BC, et en même temps, c'est 1 demi, valeur absolue de déterminant ABAC. Donc vous allez avoir H est égal à 1 BC, valeur absolue du déterminant est égal à 11 sur racine de 35. Vous avez une troisième méthode ici par la fonction minimum, si vous voulez la lire. Voici. Arrêtez pour lire. Parce que la distance d'un point à une droite, c'est le minimum des distances d'un point A, de point A à n'importe quel point droite. C'est-à-dire, voilà. C'est-à-dire que la distance de A à BC, c'est l'inf des distances AM avec M appartenant à BC. Très bien, ici vous êtes dans un exercice dans l'espace, c'est un peu simple. Vous avez la sphère, vous n'avez même pas à calculer ni le rayon, ni rien du tout. Vous avez, voici la sphère de centre. Le centre de la sphère, c'est le milieu de AB, parce que AB, c'est un diamètre, parce qu'il passe par le centre. Le segment AB passe par le centre de la sphère, donc c'est un diamètre. Donc le centre de la sphère, c'est le milieu, I de coordonnées 2, 2, 3, milieu de AB. Le plan est tangent, ça veut dire qu'il a pour... vous avez tangent, ça veut dire que IC est orthogonal, c'est-à-dire vous avez la sphère, et vous avez IC est orthogonal, vous avez ici C, vous avez I, il est orthogonal, CI. Donc le plan P, c'est le plan qui a pour vecteur normal IC, un vecteur normal, c'est IC, et passons par C. Donc vous avez moins X plus I3Y plus Z, voici, le vecteur normal IC, nous l'avons donc les vecteurs, plus C, et comme C appartient à P, vous remplacez les coordonnées de C, vous avez moins 18. Donc vous avez ça. Ou bien si vous voulez dupliquer, par exemple, lorsqu'on vous donne l'équation de la sphère, ne cherchez ni son rayon, ni rien du tout. Vous avez ici la sphère de diamètre AB, donc voici son équation, x moins
abscisse de A, facteur de x moins abscisse de B, la même chose pour les ordonnées, la même chose pour les côtes, et vous obtenez cette équation de la sphère. Et puis vous dupliquez. Qu'est-ce que c'est que dupliquer? Ça veut dire x carré, c'est x fois x0, z fois z0. Ici, moins 4xy, c'est moins 2 facteurs de x plus x0. C'est-à-dire que vous remplacez un x par un x0, etc. Voilà. Il suffit de remplacer les x0, y0 par les coordonnées de c. Vous avez l'équation du plan directement. Très bien. Ici, c'est pour la probabilité. Vous avez une start-up, donc une société, qui fabrique des capteurs de température de 2 sites différents. Le site 1 fabrique 2 fois plus que le site 2. Voilà. Les pourcentages des capteurs défectueux, 3% pour le site 1, 4% pour le site 2. Voici, on prélève un capteur au hasard. Voici l'arbre pondéré de ce prélèvement, de cette expérience aléatoire. Donc, soit ce capteur il vient de C1 ou C2. S'il vient de C1, c'est avec la probabilité de 2 tiers, parce qu'il y a 2 fois plus, et 1 tiers, donc la somme égale à 1. Si vous l'avez de C1, il est défectueux à 0,03, 3%, non défectueux à 0,97. Toujours, la somme va être égale à 1, 0,04, 0,96. Ici, on vous demande la probabilité pour que ce capteur provienne du site 1 et soit défectueux. C'est-à-dire la probabilité qu'il soit défectueux, sachant qu'il est de temps de S1. Donc, vous avez cette branche-là. C'est 2 tiers fois 0,03, c'est 0,02. Et la deuxième question vous dit quelle est la probabilité que ce capteur provienne du site 1, sachant qu'il est défectueux. Ça, c'est donc le théorème des hypothèses ou le théorème de Bayes. Donc, ici, c'est le chemin qui mène à la solution sur la somme des chemins qui donnent la même solution. C'est-à-dire, ce premier chemin-là et le troisième chemin. Donc, le premier chemin, c'est la solution, sur le premier plus le deuxième. Donc, si vous voulez vous rappeler de ça en utilisant un arbre. Donc, P de D étant donné S1 sur P de D étant donné S1 plus P de D étant donné S2. Bien sûr, dès l'événement, c'est le capteur est défectueux. Donc, c'est la probabilité que nous avons calculée en haut. 2 tiers fois 0,01 sur 2 tiers fois 0,03 plus 1 tiers fois 0,04. Voilà, vous simplifiez par 10 à la puissance moins 2. Il vous reste 2 tiers fois 3. Ici, c'est 4,06, donc c'est celui-là. Très bien.